Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 52, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce podcast on va parler d'anxiété et je vais vous dévoiler un petit peu ma stratégie contre l'anxiété. Alors pourquoi j'ai envie de parler d'anxiété aujourd'hui? Tout simplement déjà parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, et moi y compris. Et souvent quand on parle d'anxiété, on a tendance à penser que soit on ne peut rien y faire, soit les solutions vers lesquelles on se tourne en général, c'est la méditation ou les médicaments. Alors la méditation, ça peut absolument aider et être très bénéfique, ça c'est clair, mais je trouve que ça suffit rarement, elle se suffit rarement à elle-même, on va dire. Donc j'avais envie d'aborder d'autres choses qu'on peut faire en naturopathie. Et puis par rapport à ce qui est médicaments, ils peuvent aussi être très utiles dans des cas extrêmes et voilà vraiment... Parfois, si on n'a pas le choix d'y avoir recours, il n'y a pas de problème, mais je trouve qu'il y a plein de choses à faire avant d'en arriver là. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis, c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans quelques épisodes de podcast. Je vous remettrai les liens des épisodes et les numéros en description de cet épisode. Je vous parlais notamment de ce qui est spasmophilie. Donc la spasmophilie, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, je vais vous lire la définition que l'on trouve. Donc la spasmophilie, selon les infos que l'on retrouve sur internet, c'est utilisé pour décrire des attaques de panique associées à des symptômes musculaires et de l'hyperventilation qui provoquent justement des contractures musculaires déclenchées par un stress et liées à un déficit en calcium ou en magnésium. Alors il faut savoir qu'il y a un peu une confusion, donc ça je vous en parlais déjà dans les épisodes vraiment dédiés à la spasmophilie, mais souvent on a tendance à confondre spasmophilie et tétanie. Or là ce qui est décrit dans cette description c'est plutôt de la tétanie, où là effectivement en cas de tétanie il y a vraiment un problème d'équilibre entre le calcium et le magnésium, il y a une espèce de fuite de calcium qui fait que ça provoque un gros stress et des contractures musculaires. La spasmophilie, moi je dirais que c'est plus quelque chose qui se vit un peu au quotidien. Par exemple, si je vous trouve une autre définition là, ça met paupières et muscles du visage qui tressaillent, une hyperventilation associée à une sensation d'étouffement, des contractures dans les mains et les bras, parfois accompagnées de fourmillements. Pour moi, la spasmophilie, c'est pas forcément les vraies attaques de panique. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Ça en fait partie, mais quand je parle de spasmophilie, c'est plus des choses qu'on va un peu ressentir au quotidien et qui peuvent amener effectivement à faire vraiment des vraies crises d'angoisse, des crises, des attaques de panique. Mais voilà, en général, les symptômes, alors que la tétanie, c'est vraiment des crises, et la spasmophilie, ça va être vraiment quelque chose qu'on va plutôt vivre au quotidien. On va avoir ce qu'on appelle un terrain spasmophile. Alors, je vais pas vous refaire toute la définition parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes et ce serait très très long de tout vous répéter ici. Mais en gros, c'est... ça me fait rire parce que je regarde les définitions en même temps sur internet. Il y en a qui disent une trop grande sensibilité émotionnelle, des crises d'angoisse, etc. Enfin bref, j'avais aussi un petit peu tout regroupé dans l'épisode sur la spasmophilie. J'avais un peu dit ce que c'était, ce que ça n'était pas aussi. Donc voilà, donc il y a plein de choses. Il y aurait plein de choses à dire sur la spasmophilie. On va regrouper ça sous l'anxiété. Comme ça va aller plus vite. Alors c'est un peu un raccourci parce que c'est pas tout à fait la même chose. Le terrain spasmophile, c'est vraiment quelque chose de physique, de physiologique. Pas physiologique du coup, non, physique. L'anxiété, ça va être un petit peu plus lié à l'émotionnel, mais pour moi les deux sont quand même très très liés. Voilà, pour plein de raisons, et parce qu'en général quand on a un terrain spasmophile, on a aussi un terrain plutôt anxieux, et quand on a un terrain anxieux, on a aussi un terrain spasmophile. Donc là, on va relier ça sous je vais parler de spasmophilie ou d'anxiété. Je vais mélanger les deux
pour le bien de cet épisode. Et en fait, tout simplement, je voulais vous en parler parce que dans les épisodes consacrés à la spasmophilie, je vous expliquais que moi j'ai clairement un terrain spasmophile, que j'ai mis de nombreuses années à m'en rendre compte, parce que pour moi, effectivement, la spasmophilie, c'était uniquement les crises d'angoisse. Et en fait, j'ai compris, grâce à mes études de naturopathie, que ça regroupait énormément de choses et que en fait... Là, tous les signaux se sont allumés dans mon radar en me disant « Mais en fait, ma jolie, tu n'avais pas encore compris que tu avais un terrain spasmophile ?» Ben voilà. Donc là, clairement, j'ai compris que c'était le cas, sauf que en fait moi ça s'est vraiment déclaré de manière assez déclaré non, ça s'est vraiment amplifié de manière assez violente. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans où là vraiment j'ai eu une grosse période de grosse spasmophilie pas très sympa. C'est ce qui m'a amené aussi à me renseigner sur ça. J'ai créé aussi une formation sur la spasmophilie, qui aujourd'hui n'est plus disponible, mais voilà, en tout cas j'ai fait pas mal de choses autour de la spasmophilie. Et pour moi, c'était un peu un sujet qui était derrière moi, dans le sens où, oui, effectivement, j'avais un peu une grosse crise de spasmophilie qui avait duré plusieurs semaines, donc je m'étais renseignée dessus, j'avais fait tout ce qu'il fallait, j'en avais fait une formation, et depuis je n'avais plus de symptômes, ou en tout cas, vraiment un dixième de symptômes, donc c'était vraiment pas grand chose, sauf que la spasmophilie a fait un petit peu son retour ces dernières semaines, la coquine. Alors pourquoi ? Du coup là je me suis vraiment questionnée, je me suis dit ok, il se passe quoi ? Pourquoi est-ce que ça revient ? Alors il y a quand même un truc que j'ai remarqué, il me semble, il faudrait que je retrouve exactement les dates, parce que je dois pouvoir retrouver, en général je note à peu près tout, donc je devrais pouvoir retrouver. Il me semble que le gros épisode de spasmophilie que j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était à peu près à la même période. Donc je pense qu'il y a quand même un truc un peu saisonnier, vous voyez, il y a un peu ce truc de février, mars, où c'est un peu la fin de l'hiver, c'est pas ouf, on n'est pas super bien, et pourtant j'ai pas forcément l'impression de subir tant que ça les saisons, mais je pense quand même qu'il y a un truc qui se joue, parce que ouais, il me semble que c'est à peu près la même période. Donc évidemment, c'est à prendre en compte. Mais en gros, ces dernières semaines, j'ai eu notamment un sommeil pas mal perturbé, donc un manque de sommeil qui s'est prolongé. Parce que alors moi déjà, si je dors mal pendant une nuit, je me transforme un peu en Gremlins le lendemain. Vous savez, la version pas très sympa du Gremlins. Mais en général, si je redors bien la nuit d'après, ça va, tout rentre dans l'ordre. Sauf que là, en fait, ça fait encore des semaines que je dormais pas très bien, c'est-à-dire soit j'avais du mal à m'endormir, soit je me réveillais en pleine nuit et je n'arrivais plus à me rendormir, c'est-à-dire réveillée à partir de 3h ou 4h, les yeux grands ouverts et impossible de rendormir jusqu'à, on va dire, 5-6h du mat, donc juste avant de devoir me lever, super, génial. Ou alors j'étais réveillée à l'aube vers 5 ou 6h et pareil, là j'arrivais plus à me rendormir puisque de toute façon je devais me lever pas trop longtemps après. Or, chez moi, le sommeil, c'est vraiment le pilier de tout, de ma santé, de mon moral, de tout. Donc là, déjà, ça a pas aidé. Donc j'ai vraiment eu un manque de sommeil qui s'est prolongé, qui était dû à la base à pas forcément du stress ou quoi. Hein, c'est simplement, pour vous raconter la petite anecdote, c'est simplement un de mes animaux, un de mes chiens, qui nous réveillait la nuit. Donc voilà, parce qu'il avait besoin d'aller faire pipi. Et si on se levait pas pour lui ouvrir, eh bien, il faisait pipi dans la maison. Donc voilà, ça avait clairement été, on avait l'impression d'avoir un nouveau-né à la maison, un petit peu, à se réveiller... à des heures complètement folles pour le sortir, enfin bref. Donc voilà, mais sauf que ça a duré pendant plusieurs semaines et c'est pas encore tout à fait résolu, hein, on est en train de travailler sur l'affaire. Donc voilà, ce qui fait que moi j'ai eu un gros manque de sommeil qui s'est quand même bien prolongé. Le truc, c'est que évidemment, qu'est-ce que j'ai fait pour compenser ? J'ai bu un peu plus de café que d'habitude parce que j'avais beau pas super bien dormir, j'avais quand même des journées à assurer derrière. Donc voilà, pas envie d'être un zombie toute la journée. Donc voilà, j'ai bu un petit peu plus de café pour compenser tout ça. En plus de ça, soyons honnêtes, ces dernières semaines, j'ai quand même eu une bonne dose de stress supplémentaire qui s'est rajoutée pour plein de raisons à la fois pro et perso, que je vais pas tout détailler ici, mais voilà, clairement c'est une période qui était pas hyper cool, rien de dramatique, mais voilà, pas hyper cool, et un peu plus stressée, et puis en plus le manque de sommeil, ça rajoute du stress, enfin bref, le bon cercle vicieux. Et évidemment, en plus de ça, pour bien aller dans le combo de ce qu'il faut pas faire, j'ai fait aussi pas mal, on va dire, j'ai mangé plus de sucre que d'habitude. Parce que voilà, c'est mathématique, hein, on est tous pareils, je pense, quand on est fatigué, on a envie de manger du sucre et de boire du café, ou en tout cas de prendre un peu ce qu'on appelle des excitants, donc thé, café ou autres boissons énergisantes. Alors ça, moi j'en bois pas du tout, mais voilà, donc en gros je suis tombée clairement dans ce truc de boire plus de café, manger plus de sucre.
Et tout ça, ça nous a fait une espèce de combo pas du tout génial qui m'a fait revenir en force la spasmophilie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'un coup j'ai eu les symptômes, alors en moins violent, mais quand même là il fallait que je réagisse vite si je voulais pas que ça recommence comme la dernière fois. C'est-à-dire vraiment le diaphragme compressé avec vraiment l'impression qu'on me pince le diaphragme et que du coup j'arrive pas à respirer correctement. Vous savez que j'arrive pas à prendre une grande inspiration. Rien que d'en parler, vous voyez, j'ai l'impression qu'on m'écrase un peu le diaphragme et je pense que tous les spasmophiles qui m'écoutent voient exactement de quoi je parle. C'est une sensation très très désagréable. La paupière qui commence à tressauter, je me sentais beaucoup plus agitée, un peu irritable, voilà, pas hyper, un peu, vous savez, réagir au quart de tour, quoi. Et le sommeil encore plus perturbé. Bref, le bon cercle vicieux. Et il faut savoir que tout ça, c'est principalement des signes de manque de magnésium. Voilà, on parle souvent effectivement de la paupière qui tressaute. Quand vous avez la paupière qui tressaute, c'est que vous êtes clairement en manque de magnésium. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Et effectivement, j'en avais parlé dans les podcasts sur la spasmophilie et dans la formation que j'avais créée sur ça. La spasmophilie, un des premiers remèdes, c'est une grosse cure de magnésium. C'est-à-dire que le magnésium, c'est vraiment pour tous les profils un peu stressés, anxieux, fatigués. Il faut, voilà, moi je bassine tout le monde avec ça. Dès que quelqu'un me dit « Oh, je suis un peu stressée en ce moment, magnésium. Oh, je suis un peu fatiguée en ce moment, magnésium. » Genre, vraiment, je saoule tout le monde avec ça, mais parce que je sais à quel point le magnésium, ça peut faire une énorme différence. Et d'ailleurs, on va en reparler dans cet épisode. Mais en gros, pour vous resituer un peu le contexte, voilà ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée effectivement à être un peu dans ce truc d'anxiété, d'angoisse, de spasmophilie, un peu contracturée de partout. Enfin voilà, je me suis dit là, il faut vite réagir parce que sinon ça va pas être très joli à voir. Et puis je me suis dit, en général, quand il m'arrive un truc, je sais que je suis pas la seule. Et surtout, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un épisode sur, ok, qu'est-ce que j'ai fait, du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place pour combattre un peu cette anxiété et ce retour de la spasmophilie, pour justement vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'anxiété d'un point de vue santé naturelle / naturopathie. Alors je vais pas trop aborder l'aspect psychologique qui doit évidemment être pris en compte. En général, quand on se retrouve dans cet état-là, c'est pas pour rien. Enfin voilà, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui nous impacte d'une façon ou d'une autre. Parfois, on s'en rend pas toujours compte au début, mais ça veut forcément dire qu'il y a un élément extérieur qui nous stresse. Donc voilà, évidemment, il faut prendre en compte et prendre en charge cet aspect-là. Je vais pas trop le développer ici parce que c'est pas mon domaine d'expertise, hein, je ne suis pas psychologue, mais voilà, c'est évidemment tout ce que je vous dis, ce sera évidemment en plus de prendre en charge et prendre en considération ce qui vous a stressé en premier lieu, parce que sinon forcément je le dis souvent, c'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie ouverte, du coup on le voit plus, mais il y a un moment ça va revenir. Donc voilà, là je vais vraiment vous parler de qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qu'on peut faire contre l'anxiété d'un point de vue santé au naturel. Alors évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est de faire une grosse cure de magnésium. Et effectivement, ça faisait un moment que j'avais arrêté. En général, le magnésium, je me fais des cures. Et puis, c'est vrai que une fois que j'ai fini ma cure, en général, j'arrête et je me dis oui, j'en referai une un peu plus tard. Sauf que là, il faudrait que je regarde, mais je crois que ça faisait plusieurs mois quand même que je prenais plus de magnésium. Et en réalité, sur un profil un peu comme le mien, un peu de type terrain spasmophile, terrain anxieux, etc., le magnésium, c'est quasiment à prendre en continu. Tout simplement parce que le magnésium, c'est vraiment un des micronutriments les plus importants dans le corps. Il intervient dans énormément de mécanismes du corps, notamment dans l'influx nerveux, la contraction musculaire. Donc évidemment, son rôle, il est primordial dans l'anxiété, puisque quand il y a anxiété, ça veut dire qu'il y a une perturbation aussi de l'influx nerveux. Et souvent, il y a des contractions musculaires qui se font, qui ne devraient pas être faites. Donc on se retrouve à avoir des courbatures alors qu'on n'a rien fait, par exemple. Donc voilà, et le magnésium, il intervient, je crois, dans au moins 300 réactions du corps. Enfin, vraiment, le magnésium, c'est un peu votre meilleur ami. Et en cas de stress, le truc c'est qu'en fait il y a un phénomène qui se passe et on va éliminer en grande partie le magnésium dans les urines. C'est vraiment, pour parler un peu crûment, quand on est trop stressé, on va pisser notre magnésium. Donc c'est un peu un cercle vicieux parce qu'en fait le magnésium c'est ce qui nous permet justement, entre autres, mais voilà, un de ses rôles très utiles, c'est de nous permettre de mieux réagir face au stress. Or effectivement, quand on est stressé, on va utiliser tout notre magnésium et on va éliminer une énorme partie dans les urines. Donc on aura moins de magnésium, donc on sera plus vulnérable au stress et
plus on stresse, moins on a de magnésium. Donc vous voyez un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il y a un moment là, si on recharge pas les stocks, ça va mal se passer. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire régulièrement des cures de magnésium, sachant qu'en plus le magnésium, il y a vraiment quasiment pas de risque de surdose. Je dis quasiment pas parce qu'évidemment il y a toujours un risque comme avec tout, mais pour arriver à une surdose de magnésium, il faudrait vraiment en prendre des quantités, des doses de cheval, et globalement le magnésium c'est vraiment un des seuls quasiment micronutriments que l'on peut prendre sans avoir à faire une prise de sang avant pour déterminer si on en manque ou pas. En gros, 95% si ce n'est plus des gens manquent de magnésium, tout simplement parce que on n'en a pas forcément suffisamment. Je crois que j'avais vu une étude qui disait que 2/3 de la population, ou peut-être c'était les Français, je sais plus, faudrait que je vous retrouve le truc, mais en tout cas les 2/3, on va dire, des gens n'ont pas assez d'apport de magnésium dans l'alimentation déjà, et même quand on en a assez dans l'alimentation, il suffit qu'on ait un petit coup de stress, on va tout virer d'un coup, et en plus le magnésium ça se stocke pas très bien, donc c'est à dire qu'on peut pas se dire je fais une grosse cure et puis je suis tranquille pour un an. Non, c'est pas comme d'autres minéraux, micronutriments, etc. Ça se stocke pas très très bien. Donc en gros, le magnésium, c'est vraiment le truc. Faut pas hésiter à s'en faire des cures, voire pourquoi pas à en prendre tous les jours. Moi, je sais qu'en naturopathie ou en micronutrition, j'avais pas mal de professeurs qui nous disaient, moi, j'en prends tout le temps. En fait, je n'arrête jamais parce que, bah voilà, le magnésium, selon le profil, hein, bien sûr. Hein, si vous avez pas du tout un profil stressé, si vous avez aucun problème de paupières qui tressautent, de stress, de muscles un peu contractés, de fatigue, bon bah dans ce cas-là, ça sert à rien d'en prendre pour rien, j'ai envie de dire. Mais si vous avez plutôt un petit profil un peu sensible, un peu anxieux comme moi, eh bien ça vaut le coup d'en prendre, au moins de se faire des grosses cures, et sinon bah d'en prendre en continu, pourquoi pas. Alors déjà dans l'alimentation, on va commencer par ça parce qu'effectivement on peut vite dégainer le complément alimentaire, et pour le coup en magnésium, bon c'est quasiment inévitable, mais il se trouve qu'il y en a quand même fort heureusement dans l'alimentation. Donc déjà dans l'alimentation, vous pouvez essayer d'incorporer beaucoup plus d'aliments qui contiennent du magnésium, et il y en a notamment dans le son de blé. Donc ça peut être intéressant d'en saupoudrer, on va dire, sur des salades, des légumes, des choses comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a dans le cacao en poudre, donc il y en a aussi évidemment dans le chocolat noir, qu'on prendra le plus noir possible, donc le plus avec un pourcentage de cacao le plus élevé possible pour avoir moins de sucre et plus de magnésium. Il y en a aussi dans les graines de tournesol, dans les noix du Brésil, dans les graines de lin et dans plein d'autres aliments. Mais soyons honnêtes, en général, en ce qui concerne le magnésium, l'alimentation elle suffit rarement, pour les raisons aussi que j'ai évoquées précédemment. Donc en général, en plus de privilégier la forme de l'alimentation, ça peut être intéressant de prendre une cure sous forme de complément alimentaire. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On va faire attention et prendre une forme de magnésium qui va être assimilable et qui ne va pas perturber le transit. Parce que vous avez peut-être déjà eu ce souci-là de prendre du magnésium à forte dose, du magnésium classique qu'on trouve en pharmacie par exemple, et de vous retrouver à avoir le transit bien trop accéléré ou ça passe pas du tout. Souvent c'est parce que c'est des formes de magnésium qui sont très peu assimilables et qui au contraire vont assez fortement perturber le transit. Donc là c'est pas ce qu'on veut, hein, évidemment. Là on va vouloir une forme de magnésium qui va être assimilable et qui va être bien tolérée par le transit pour pouvoir prendre des quantités suffisantes sans avoir évidemment de perturbation de la digestion. Donc qu'est-ce qu'on va prendre comme forme ? On peut prendre du bisglycinate, du glycérophosphate, du citrate par exemple. Le citrate il est super intéressant parce que c'est une forme qui va désacidifier. Donc surtout sur un terrain spasmophile où en général il y a clairement une petite acidose par-dessus, ça peut être intéressant du coup de prendre du citrate de magnésium, ou pourquoi pas de prendre un complexe qui contient différentes formes de magnésium. Par exemple, moi je sais qu'en ce moment je prends un complexe où il y a du bisglycinate, du glycérophosphate, du citrate et un petit peu de magnésium marin. En sachant que le magnésium marin, je sais pas pourquoi, il a eu énorme presse, on en parle un peu partout comme si c'était la solution miracle. Il faut savoir que le magnésium marin, il est assez peu assimilable et il peut avoir tendance à un petit peu perturber le transit. Donc si jamais vous avez fait une grosse cure de magnésium marin et que vous dites mais je comprends pas, moi ça m'a rien fait du tout et au contraire ça m'a accéléré le transit, ben ça veut peut-être simplement dire qu'il faut changer de forme de magnésium. Donc voilà, en gros pour les formes, et c'est intéressant que ce magnésium il soit associé à des vitamines du groupe B, au moins la B6 parce qu'elle va vraiment permettre de mieux assimiler le magnésium. Et s'il y a d'autres vitamines du groupe B, c'est pas mal aussi parce que c'est un peu les meilleurs amis du système nerveux. Et éventuellement de la taurine. La taurine
taurine, c'est un acide aminé en fait qui va aider à l'assimilation du magnésium, contrairement à son nom. Et je sais que, moi la première, il y a de nombreuses années, je pensais que la taurine c'était le même truc qu'il y avait dans la Red Bull, vous voyez, les trucs, je me disais, oh là là, c'est un truc dérivé du taureau, je ne sais pas, bref. Bonjour le marketing et bonjour la naïveté. Non, en fait, la taurine, c'est simplement un acide aminé qui va vraiment permettre au magnésium d'être mieux assimilé. Et c'est pas pour autant un excitant. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Si vous prenez un complément qui contient de la taurine, vous pouvez le prendre même le soir. Enfin voilà, ça devrait pas normalement vous énerver. Au niveau de la dose, il faut au moins 300 mg de magnésium élément. C'est-à-dire, faut regarder sur votre complément alimentaire parce que parfois c'est écrit magnésium et ensuite magnésium élément. Et en général, le magnésium élément, il est beaucoup plus faible que la dose de magnésium. Donc, faut pas vous faire avoir parce que parfois il y a des compléments alimentaires qui sont quand même assez chers et finalement la dose de magnésium, elle est très très faible. Donc, idéalement, il faut 300 mg de magnésium élément et idéalement, ça peut être intéressant de le répartir sur la journée. C'est-à-dire pas le prendre en une seule prise, mais vraiment le prendre en plusieurs prises sur la journée. Comme ça permet vraiment au corps de prendre ce dont il a besoin tranquillement et qu'il puisse vraiment optimiser, on va dire, l'assimilation. Et ça peut être aussi particulièrement intéressant de le prendre le soir pour se détendre et pour mieux dormir. Et même s'il y a de la taurine dans votre complément alimentaire, c'est pas un souci. Après, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui réagissent pas très bien effectivement au magnésium pris le soir. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous le prenez le matin. Moi, je sais que ça me fait un bien fou de le prendre le soir. Vraiment, je sens que je dors beaucoup mieux. Donc voilà, moi, je le prends une gélule le matin, 2 gélules le soir, parce que en tout cas, le complément que je prends, c'est 3 gélules sur la journée. Donc à voir en fonction du complément que vous prenez, de le répartir comme vous pouvez sur la journée. Mais ça peut être intéressant d'essayer de le prendre aussi, en tout cas, une dose peut-être un peu plus importante le soir pour mieux dormir. L'avantage du magnésium aussi, c'est qu'on va en ressentir les effets en 1 à 2 semaines déjà. En général, vraiment, ça peut changer beaucoup de choses en 1 à 2 semaines. Et idéalement, moi, je vous conseille de continuer au moins 3 mois, voire en prendre en continu sur l'année. Ce que vous pouvez faire si vous en prenez en continu toute l'année, ça peut être de vous dire, j'en prends la semaine et j'arrête le week-end, par exemple. Moi, j'aime bien faire ça avec certains compléments alimentaires. Ça permet en gros de faire un peu ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire de laisser le corps un petit peu tranquille, se débrouiller sans les compléments alimentaires, pour pas que ça devienne un peu une béquille sur laquelle le corps se repose et que du coup, il devienne un peu feignant pour s'en sortir tout seul sans les compléments alimentaires. Alors c'est pas forcément à faire avec tout, enfin voilà, n'hésitez pas à demander à un professionnel de santé si vous avez des questions, si vous avez des doutes. C'est pas à faire évidemment avec un traitement médical que votre médecin vous aurait dit de prendre tous les jours, hein. Là je parle vraiment simplement de compléments alimentaires. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça en général, je le prends la semaine et puis le week-end, si j'oublie c'est pas grave quoi, je me dis allez c'est pas grave, c'est le week-end, je reprendrai la semaine. Voilà, mais après sinon vous pouvez le prendre aussi en continu sans souci, surtout si vous êtes un peu en pleine crise d'anxiété, là n'hésitez pas à le prendre tous les jours, même le week-end. Voilà, n'hésitez pas à prendre des bonnes doses qui pourraient vous faire du bien assez rapidement. Donc voilà, première stratégie, faire une grosse cure de magnésium, et ça c'est vraiment la première chose à faire. Deuxième stratégie, ça va paraître un petit peu bateau, mais ça va vraiment être de diminuer les excitants. Donc c'est-à-dire tout ce qui est café, thé et tout ce qui contient de la caféine, que ce soit des boissons énergisantes, je sais pas moi, du Coca-Cola par exemple, ça contient de la caféine, même si peu de gens finalement le savent. Ça paraît évident, mais en fait c'est simplement que, et je sais que c'est pas facile, parce quand on est plutôt fatigué, stressé, moi la première, j'ai envie de me boire, parce qu'en plus j'adore le café, donc j'ai envie de me boire un bon café, ça me fait du bien, ça me réconforte, ça me donne un petit coup de boost, c'est super. Sauf que en fait, ce que font les excitants, c'est que ça va simplement rajouter du stress au système nerveux qui est déjà bien sollicité si vous êtes en période d'anxiété. Et le truc, c'est que, en fait, les excitants, voilà, on a l'impression que ça nous donne de l'énergie. En fait, tout simplement, c'est juste un coup de stress, en fait. Et donc, le stress sur le corps, ça va faire que ça nous rend plus alerte et plus présent à ce qu'on fait. Donc, on a l'impression, en tout cas moi, vraiment, quand je bois du café, j'ai l'impression d'être hyper alerte sur tout ce qui se passe autour de moi, j'ai l'impression que ça tourne beaucoup plus vite dans mon cerveau, j'ai l'impression d'être hyper efficace et tout, limite un peu euphorique, sauf que en fait, je le sais très bien, ce n'est pas de l'énergie, c'est pas comme si le café ça allait nous donner de l'énergie, ça va juste en fait nous presser un peu comme une éponge et créer un coup de stress sur le corps, donc faire sécréter du cortisol, et le cortisol c'est simplement que ça va nous rendre beaucoup plus alerte, tout simplement parce que le stress à la base il est là pour nous permettre de nous échapper
d'un danger. Donc quand on est en situation de danger, c'est plutôt intéressant qu'on ait tous nos sens qui soient hyper au taquet et qu'on puisse se battre, fuir ou en tout cas réagir d'une façon ou d'une autre à un stress. Encore une fois, le stress c'est quelque chose d'ancestral, c'est vraiment quelque chose qui a permis la survie de l'espèce humaine, c'est-à-dire c'est ce qui nous a permis de nous protéger, de nous défendre, de nos ancêtres, c'est ce qui leur a permis en tout cas de survivre. Et à la base, le stress c'est vraiment quelque chose de positif, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de nous mettre en action. Sauf qu'il y a un moment, le stress, il doit redescendre. Une fois que l'action est terminée, on doit pouvoir se reposer un peu tranquillement et se dire « Ouh, j'ai échappé au pire, maintenant c'est bon, je peux me détendre ». Sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à être tout le temps en état de stress, et particulièrement quand on prend des excitants. Sauf qu'en fait, le prix à payer ensuite il est un petit peu violent parce que du coup notre corps en gros il s'est épuisé à donner tout ce qu'il avait en énergie pour nous permettre de nous sortir de ce danger qui en fait n'en était pas un, et donc ensuite on a en général une grosse baisse d'énergie, une grosse montée d'anxiété, voilà. Donc idéalement, on arrête tout ce qui contient de la caféine. Je sais encore une fois que c'est pas évident parce que ça nous donne quand même un bon petit coup de boost agréable. Mais ce que je vous conseille, c'est de vraiment, si vous aimez ça et si ça vous fait du bien et s'il y a certains jours, vous savez que vous n'allez pas pouvoir fonctionner sans. Dans ce cas-là, on garde vraiment ceux qui nous font plaisir. Par exemple, si vous avez une grosse journée dans la semaine, vous savez que cette journée-là, elle va être longue, elle va être un peu compliquée et que votre petit plaisir, c'est de vous prendre un bon café après manger le midi, par exemple, et je parle d'expérience parce que ça m'est arrivé, dans ce cas-là, allez-y. Ça veut dire que vous allez non seulement vous faire plaisir, vous réconforter, et ça va aussi vous permettre un peu de fonctionner dans la journée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que les excitants, ça devienne une béquille et que vous consommez ça sans aucun plaisir et uniquement dans l'optique de vous donner un coup de boost. Et du coup, ça permet de masquer un petit peu le vrai stress et la vraie fatigue, mais pas pour longtemps. Donc ensuite, le prix à payer, il est quand même assez violent. Donc voilà. Évidemment, on essaye au maximum de diminuer les excitants et on va plutôt essayer de privilégier des choses un peu plus naturelles et puis surtout de s'occuper du cœur du problème, effectivement, qui nous rend comme ça quand c'est possible. Troisième stratégie, quand on est en période d'anxiété, ça va être de diminuer le sucre. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi suis-je aussi méchante ? Eh bien, je sais, ça me fait pas plaisir non plus de vous dire ça, mais tout simplement, en fait, quand on consomme du sucre, notre glycémie, elle va augmenter, parfois beaucoup trop, et ça aussi, ça va créer un stress sur le corps, tout simplement parce que trop de sucre égale danger. Notre corps, il a besoin d'une certaine quantité de glucose, puisque le glucose, c'est le carburant principal du corps, sauf que quand il y en a trop, là, ça peut devenir vraiment très dangereux, et le corps, du coup, il met en place toute une stratégie pour éliminer au maximum le sucre qui est présent dans le sang pour que ça ne circule plus comme ça en continu dans le sang. Donc la glycémie monte, l'insuline va monter aussi pour répondre à ça, etc. Je vous ai déjà expliqué tous les mécanismes un peu qui entrent en jeu quand on mange du sucre. Mais le truc c'est qu'il y a énormément d'études qui montrent le lien entre une élévation trop brutale de la glycémie et le déclenchement des crises d'angoisse. Donc même si le sucre c'est un peu un doudou quand on est anxieux, soyons honnêtes, moi la première, quand je suis pas bien, quand je suis stressée, quand je suis fatiguée, j'ai envie de manger du chocolat, j'ai pas envie de manger du brocoli. L'idée, ça va être d'essayer de le limiter et de privilégier les formes de sucre qui feront le moins possible varier la glycémie. Parce que le truc, c'est qu'après, sinon, sur le coup, vous allez vous sentir bien, mais dans les minutes, voire les heures qui suivent, il se peut que vous en payiez le prix au même titre que pour les excitants. Le prix à payer est quand même assez violent ensuite, et ça ne fait finalement que renforcer ce phénomène d'anxiété. Et si jamais vous voulez manger du sucre, vous essayez aussi d'appliquer les conseils de Glucose Goddess, dont je vous parlais dans l'épisode numéro 46. Donc c'est-à-dire, vous essayez de manger du sucre pas sur un estomac vide, on essaie de manger le sucre plutôt en dessert ou en tout cas après avoir mangé d'autres choses moins sucrées comme des légumes, des protéines, du gras. On fait une petite marche après pour essayer d'éliminer une partie du sucre qu'on aura consommé pour que ça rentre pas trop, ça fasse pas trop élever la glycémie. L'idée, ça va être vraiment de limiter en tout cas les variations de glycémie parce que, encore une fois, même si sur le coup ça fait du bien, ensuite ça ne fait que renforcer l'anxiété. Ensuite, j'en étais au 3e, c'est ça ? 1, 2, 3, c'est ça. Et donc, 4e stratégie pour vaincre l'anxiété,
On va faire le plein d'oméga 3. Je vous en parlais en long, en large et en travers de l'importance des oméga 3 dans l'épisode numéro 50 et j'évoquais justement leur impact sur le système nerveux, notamment parce qu'ils permettent de rendre les membranes des cellules plus fluides et donc de permettre aux neurotransmetteurs de bien fonctionner, donc de réguler le stress et la réponse au stress. Donc tout ça, voilà, je vous laisse réécouter l'épisode 50 où je vous explique vraiment en détail à quoi servent les oméga 3 et pourquoi ils sont intéressants dans les problématiques notamment de stress. Mais là, c'est vrai que si vous sentez que vraiment vous avez une réponse au stress qui est démesurée, c'est-à-dire que le moindre petit truc peut vous faire monter dans des états de stress démesurés et que vous avez du mal à redescendre une fois le stress passé, alors déjà magnésium à fond, mais aussi oméga 3. C'est peut-être simplement que vous manquez d'oméga 3 et que du coup, tout ce qui va être transmission et influx nerveux va être un peu au ralenti. Donc c'est-à-dire qu'en fait, votre corps, il va avoir une réponse, vous voyez, un temps de retard. Donc en fait, il va avoir du mal à se réguler parce qu'un petit stress, il va surréagir parce que il n'y aura pas eu ce phénomène un peu de ce qu'on appelle de rétro-contrôle, c'est-à-dire le corps quand il se passe une réaction, la réaction arrive et le corps est très 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 bien fait. Quand il y a une réaction, il y a une contre-réaction, c'est-à-dire que le corps s'auto-régule normalement, il sait très bien faire ça, il y a un phénomène de rétro-contrôle où il y a des petites informations qui vont arriver dans le corps qui vont lui dire c'est bon, maintenant tu peux te calmer, la réaction elle est suffisamment efficace et optimale, donc maintenant tu peux arrêter de réagir, sauf que quand l'influx nerveux et le travail des neurotransmetteurs se fait pas bien, il peut y avoir un temps de retard. Donc en fait, le corps, il va surréagir parce qu'il n'aura pas eu le message qui lui dit « Arrête tout, c'est bon, tu as assez réagi ». Donc du coup, la réaction va être beaucoup trop forte. Et en plus de ça, il va avoir du mal à redescendre ensuite en pression et à rediminuer après ce stress. Donc c'est pour ça que les oméga 3, c'est hyper important parce que ça va vraiment favoriser cet influx nerveux, ça va favoriser une réaction qui va être beaucoup plus proportionnée, beaucoup plus rapide et surtout qui va permettre de redescendre ensuite et on va dire une contre-réaction qui va arriver au bon moment et à la bonne échelle. Donc voilà, c'est hyper important de faire le plein d'oméga 3. Alors comment on fait ? Déjà dans l'alimentation avec des huiles végétales riches en oméga 3, comme par exemple l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de cameline, l'huile de colza, où là on peut en consommer 2 à 3 cuillères à soupe par jour, toujours à cru, donc c'est-à-dire on ne cuit pas ce genre d'huile, on les utilise que en vinaigrette ou on rajoute sur son plat juste avant de le manger, mais en tout cas on ne va pas cuire avec, on va pas les mettre au four, on va pas les mettre à la poêle parce que sinon elles perdent toutes leurs propriétés, voire elles deviennent quasiment toxiques. Des oméga 3, il y en a aussi dans les petits poissons gras type sardines, maquereaux par exemple. Ça, on peut en manger 2-3 fois par semaine pour avoir suffisamment d'oméga 3. Il y en a aussi dans les œufs de la filière bleu blanc cœur, tout simplement parce que les poules de cette filière sont nourries aux graines de lin, qui elles contiennent beaucoup d'oméga 3, donc elles font des œufs riches en oméga 3. Et évidemment, on peut aussi prendre des suppléments d'oméga 3, soit à base d'huile de poisson, soit à base d'algues. En tout cas, c'est important de vérifier qu'il y a suffisamment de DHA et de EPA qui sont en gros des dérivés des oméga 3. Normalement, le corps est capable, à partir de l'oméga 3, de créer des EPA et DHA qui vont, eux, nous être super utiles. Mais dans certains cas, le corps a du mal, en fait, à transformer ces oméga 3 en EPA et en DHA. Dans beaucoup de cas, malheureusement dans beaucoup de situations. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre des compléments alimentaires qui contiennent déjà l'EPA et le DHA, comme ça en gros votre corps a moins de travail et il peut déjà utiliser ces molécules pour faire le travail nécessaire. Donc voilà, c'est important juste de vérifier qu'il y en a assez. Je vous conseille au moins 1 gramme d'EPA et de DHA dans votre complément. C'est un peu le minimum, hein. C'est vraiment c'est le minimum pour avoir un effet. En général, les suppléments en oméga 3, c'est des choses qui sont, soyons honnêtes, assez onéreuses. Mais franchement, si vous mangez pas des petits poissons gras 2-3 fois par semaine, ça vaut le coup quand même de se supplémenter en oméga 3 parce que votre corps en a besoin et particulièrement si vous avez un terrain plutôt anxieux. Ensuite, 5e stratégie, évidemment, ça va être de calmer le système nerveux, puisque notre système nerveux, quand on est dans une phase d'anxiété, il est un peu en survoltage, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez 2 fils dénudés qui se touchent et qui font des étincelles, c'est un peu ça avec votre système nerveux. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour calmer le système nerveux ? Il va falloir bien sûr trouver ce qui vous correspond. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui fonctionnent vraiment, comme tout simplement être au contact de la nature, que ce soit une forêt, une plage, une montagne, même un parc dans votre ville.
Et c'est pas, quand je vous dis être au contact de la nature, ça peut paraître un peu un truc de you-you, en mode oui, bon, super, merci, je vais aller faire un câlin aux arbres et ça ira mieux. Non, ça n'est pas le cas. Il se trouve que la nature, elle a un réel pouvoir apaisant sur le système nerveux. Il y a énormément d'études qui le montrent. C'est simplement que quand vous êtes au contact de la nature, votre système nerveux, en fait, il s'apaise, il se calme. Il y a vraiment un truc un peu ancestral dans tout ça. Et voilà, en général, ça fait un bien fou. Donc je sais que c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, même encore une fois, même un parc dans votre ville, ça peut déjà être mieux que rien. Éviter en gros les atmosphères hyper bruyantes, surchargées, qu'il peut y avoir beaucoup dans les grandes villes, et essayer au maximum de passer du temps dans la nature, quelle qu'elle soit. Évidemment, tout ce qui va être méditation, yoga nidra, des choses comme ça qui vont permettre de un peu court-circuiter le mental, d'éviter d'être trop dans des ruminations, dans des espèces de spirales un peu d'angoisse. Tout ça, ça peut être super intéressant. Après, c'est vraiment à vous de tester, de voir ce qui vous convient. Voilà, il y a tellement de méthodes qui existent. Faut pas forcément s'arrêter à la première. Si vous avez essayé quelque chose et vous dites mais moi ça m'a rien fait du tout, j'arrête tout. N'hésitez pas à tester vraiment plein de choses parce que chaque personne est différente. Il y a des choses je sais qu'il y a des choses parfois qui vont au contraire encore plus nous énerver. Moi, ça arrive des fois que la méditation, ça m'énerve en fait, plutôt que de me détendre. Et au contraire, à d'autres fois, ça va vraiment me faire du bien. À d'autres moments, ça va plutôt être le yoga qui va me faire du bien. Donc voilà, il faut aussi s'écouter, tester des choses. Pas s'arrêter à la première, au premier essai et voir un peu ce qui vous fait du bien. Mais en tout cas, toutes les méthodes qui peuvent un peu court-circuiter le mental, ça va vraiment être bénéfique parce que ça va permettre au système nerveux de faire un peu une pause. Et bien tout ce qui permettra justement de court-circuiter le mental, ça peut faire du bien au système nerveux. Ça peut être aussi, pourquoi pas, du jardinage, du coloriage, une activité manuelle, voilà, quelque chose qui va vous permettre de focaliser votre attention sur quelque chose plutôt que de focaliser votre attention sur les ruminages mentaux que l'on peut avoir. Et enfin, dernière stratégie et pas des moindres, ça va être de chouchouter son microbiote. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'état du microbiote va jouer énormément sur l'anxiété. Et si le microbiote il est perturbé et que l'intestin il est plutôt en inflammation, en fait ça va faire un mécanisme qui va dévier la sérotonine. La sérotonine c'est un neurotransmetteur qui va permettre normalement de nous calmer. Dans sérotonine il y a presque le mot serein. Tout simplement c'est ça. La sérotonine c'est ce qui nous permet d'être serein et donc quand on a des problèmes d'intestin, quand l'intestin et le microbiote est déséquilibré, plutôt pro-inflammatoire, la sérotonine en fait elle va être utilisée dans l'intestin et donc elle sera moins dispo pour le cerveau et donc il y aura ce phénomène d'anxiété tout simplement parce qu'on n'aura pas assez de sérotonine. En plus de ça, la sérotonine c'est le précurseur de la mélatonine, ce qui nous aide à dormir. Donc si vous n'avez pas assez de sérotonine, vous n'avez pas non plus assez de mélatonine, donc vous dormez moins bien. Donc c'est pour ça que l'état du microbiote, ça va être vraiment primordial pour aussi combattre l'anxiété. L'idée, ça va être vraiment de rééquilibrer tout ça. Si vous avez un microbiote qui est plutôt déséquilibré, en général, on le sait quand on a des problèmes de digestion, quand on a des problèmes de peau, par exemple, qu'on a des problèmes d'infection récurrentes. Enfin, le microbiote, c'est vraiment la base de tout. Et chez énormément de personnes, il est déséquilibré. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de le chouchouter. Comment on fait ? Déjà, on va commencer par consommer des probiotiques naturels, c'est-à-dire par exemple des aliments fermentés, comme du kéfir, du kombucha, des yaourts, des légumes lacto-fermentés. Voilà, tout ce qui va être fermenté, en fait, ça va contenir des bonnes bactéries qui vont venir coloniser notre intestin et essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Les aliments, des probiotiques naturels, il faudrait vraiment en consommer au quotidien. En fonction de la tolérance de chacun évidemment, parce que quand c'est très déséquilibré, en général, ça passe pas très bien. Donc faut vraiment y aller par petite quantité, voir ce qui vous convient. Et puis, il faudra aussi consommer ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire la nourriture des bonnes bactéries. Donc, ça passe par notamment des fibres, tout ce qui va être de l'ail, de l'oignon, des poireaux, etc. Alors, je sais, quand on a déjà un petit bidou un peu perturbé, c'est des choses qui passent pas très bien. Donc faut essayer de trouver l'équilibre, que ça vous fasse pas de mal, mais en même temps d'essayer d'en consommer si c'est possible, parce que c'est vraiment ça qui va permettre de nourrir les bonnes bactéries, donc de faire en sorte qu'elles se reproduisent et qu'elles prennent le plus de place possible dans le microbiote pour essayer de limiter justement la place pour les mauvaises bactéries. Donc ça c'est quand même intéressant.
Et puis évidemment, on va essayer aussi de limiter le sucre, parce que le sucre n'est pas du tout le meilleur ami de notre microbiote. Une surconsommation de sucre, ça va en gros permettre à ce qu'on appelle le candida albicans de se développer. Et le candida albicans, quand il est présent en trop grande quantité, c'est pas du tout notre ami en termes de microbiote, d'anxiété, etc. Donc on va essayer de limiter les aliments industriels, en tout cas les aliments sucrés industriels, parce que là vraiment c'est pas du tout un cadeau pour le microbiote. Et puis on fait aussi le plein d'oméga 3, évidemment. Puisque notre microbiote adore les oméga 3. Et ça, je vous en parlais dans un autre épisode justement sur comment chouchouter notre microbiote. Donc n'hésitez pas à aller aussi le réécouter. Et puis si besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je sais que tout ce qui est microbiote, ça peut être assez perturbant parce qu'il y a beaucoup d'infos, c'est assez compliqué, on sait plus si ça c'est bien, ça c'est pas bien, est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, je sais que c'est un peu un vaste champ de bataille, le microbiote, donc n'hésitez pas évidemment à vous faire accompagner si besoin pour prendre soin de votre microbiote de la meilleure des façons. Voilà, on arrive doucement à la fin de cet épisode, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider déjà peut-être à vous sentir moins seul si jamais vous souffrez d'anxiété. Sachez qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, mais peu de gens en parlent, donc parfois on se sent un petit peu tout seul dans notre coin, alors que non, pas du tout. Et puis surtout, j'espère que ça vous aura donné des vraies clés pour essayer de faire diminuer cette anxiété qui peut vraiment nous bouffer un peu le quotidien. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous avez des questions, si vous souhaitez réagir à cet épisode. Moi j'adore toujours avoir vos retours et répondre à vos questions du mieux que je peux. Si cet épisode vous a plu, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et si c'est sur Apple Podcast c'est encore mieux parce que c'est la plateforme sur laquelle le podcast peut être le plus visible. Donc voilà, ça me fait toujours vraiment plaisir de lire vos avis et ça aide vraiment à développer le podcast. Donc merci à vous si vous avez laissé un avis ou si vous allez laisser un avis. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter. J'envoie une newsletter chaque semaine avec mes meilleurs conseils sur la santé naturelle. Certains sont similaires au podcast, d'autres sont complètement exclusifs pour la newsletter. Des conseils dont je parle pas forcément ailleurs parce que c'est vraiment un format où je développe les choses, où j'essaie de vous donner des choses vraiment pratico-pratiques, partager aussi un peu mon expérience. Voilà, c'est un peu un petit cocon cette newsletter dans laquelle je vous parle de plein de choses liées à la santé naturelle. Donc je vous mets le lien pour vous inscrire en description de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. À très vite.